comment garder ses collaborateurs en les laissant partir. Donc évidemment, là, on va parler de l'intrapreneuriat. Comment est-ce que l'on peut aider ses collaborateurs pour développer leurs propres idées, quitte à quitter leur emploi, mais tout en restant dans le groupe. C'est ça, Benjamin. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour échanger sur ce sujet. Et l'idée du sujet, c'est de se dire que peut-être que l'intrapreneuriat est une manière de répondre à cette question. Mais je voulais vous faire un petit peu d'histoire avant. Pourquoi aujourd'hui, finalement, on parle autant d'intrapreneuriat? Et j'ai compris dans la salle qu'on avait certes des étudiants, on a des corporates, on a des startups. Et en fait, ça fait à peu près 4 ans, enfin même si ça fait longtemps qu'on parle de startup, mais ça fait quand même 4 ans que startup et grands groupes se cherchent et cherchent à collaborer ensemble. Alors, il y a 4 ans encore, les uns et les autres avaient beaucoup de mal à se comprendre. Ayez juste en tête que quand moi j'ai démarré, je présentais souvent des DG de la banque avec des fintech startups. Et ces startups arrivaient habillés en banquier, le banquier arrivait souvent habillé en startup. Donc on voit bien qu'il y avait quand même cet écart qui était un écart culturel, en tout cas entre les uns et les autres. Il y a eu une phase d'appropriation, d'acculturation très forte. Très rapidement, les grands groupes ont essayé ensuite de travailler avec des startups en faisant ce qu'on appelle des POC. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un POC, c'est un Proof of Concept. En gros, je ne prends pas trop de risques, je mets un peu d'argent dans la startup, je me teste, je regarde si ça fonctionne. Et puis, généralement, ça s'arrêtait là. Donc, même si aujourd'hui, j'espère que les uns et les autres, on cherche à aller plus loin. Et en fait, tout ça, ces éléments-là, ne traduisent qu'une seule chose, c'est aussi la volonté, peut-être pour ces grands groupes, de travailler différemment, d'aller s'inspirer de cette agilité, en tout cas des startups, d'aller s'inspirer de leur manière de voir le monde. Et d'ailleurs, donc de plus en plus, ces grands groupes ont essayé de leur ressembler. Et donc, à force, finalement, d'expliquer dans les grands groupes combien c'est génial de travailler comme une startup, de demander à l'ensemble des collaborateurs finalement de s'en inspirer, et bien de plus en plus, on a des talents dans ces grands groupes qui se sont dit, OK les gars, banco, vous me proposez quoi? Et si vous me proposez rien, je vais peut-être partir en fait. Et donc l'idée de l'intrapreneuriat qui vient derrière tout ça, c'est finalement comment donner la chance à ces talents pour, dans une situation peut-être d'attente, de pouvoir vivre un projet intrapreneurial et de s'inspirer et d'être incubé dans des structures d'accompagnement pour pouvoir mener à bien leur projet. Alors, il y a de nombreux programmes d'intrapreneuriat aujourd'hui qui naissent, tous les grands groupes, j'allais dire, quasiment s'y mettent. Ce sont soit à l'initiative de direction métier, soit à l'initiative souvent des RH. Ces intrapreneurs, finalement, on va leur donner la liberté nécessaire pour avoir un nouveau souffle et pourquoi pas ramener en interne aussi cette nouvelle culture, cette nouvelle manière de voir les choses. Ce qui est assez intéressant d'observer aussi aujourd'hui, c'est qu'avant, lorsqu'on voulait se séparer d'un collaborateur, on avait aussi tendance à lui dire « Tiens, on va t'aider à monter ta boîte ». Ce qui avait peut-être, d'ailleurs, qui donnait une mauvaise image finalement de l'intrapreneuriat. Alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment réclamé les talents. C'est finalement une forme d'outil de fidélisation de ces personnes-là. Et donc, comment ça fonctionne tout ça? Eh bien, ces talents, à l'issue d'une phase de idéation, hackathon, enfin, quelles que soient ces étapes un petit peu amont de recherche d'idées nouvelles, on va prendre cette idée et ensuite on va incuber dans des structures comme le Village et puis toutes les autres structures d'accompagnement de start-up qui existent aujourd'hui un petit peu partout en France. Et ils vont subir, ou en tout cas, ils vont être accompagnés, comme on le ferait d'ailleurs pour une start-up très, très jeune, avec une phase d'incubation qui va permettre à ce talent, finalement, de vivre son projet de création d'entreprise. On va transformer un petit peu, finalement, la posture du chef de projet, comme traditionnellement on les voit dans les grands groupes, avec ces différentes strates aussi d'instances de pilotage, toute cette comitologie qui certaines fois peuvent nous tuer dans les grands groupes, finalement en chef d'entreprise. Et donc, en l'emmenant dans une structure d'accompagnement, ce talent, eh bien, on va chercher en tout cas chez lui à le transformer et il va subir donc cette phase d'incubation où il va être challengé sur le business model du projet qu'il a. Il va être challengé aussi sur l'appétence du marché quant à l'idée qu'il a imaginée. Certaines fois, il peut y avoir quand même certains écarts, ça on le voit au quotidien. Il va être challengé aussi sur le business model de son entreprise. Et ensuite, pareil, on va lui faire vivre la même expérience que vit un entrepreneur en faisant ce qu'on appelle un démo day. C'est un moment, en tout cas, tout particulier que l'on a dans ce métier-là, où des startups rencontrent des investisseurs pour pouvoir continuer à grandir et se développer. Et bien là, c'est un peu le même principe. On adopte les mêmes logiques en mettant cet intrapreneur face
à son entreprise d'origine, qui va se comporter comme un investisseur et qui va décider ou pas finalement de continuer à le financer, voire même à créer une structure ad hoc dans laquelle peut-être que le salarié sera aussi actionnaire, en tout cas associé à cette aventure-là. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit extrêmement fréquemment. Après, il y a d'autres manières aussi toujours liées à ce monde-là qui permettent à ces jeunes talents, pas ces jeunes, pas que ces jeunes d'ailleurs, c'est tous les talents, de leur faire prendre d'autres postures. Il y a énormément aujourd'hui de programmes que j'appellerais un peu vice-versa, où on va mettre un collaborateur avec une expertise, un talent d'un grand groupe, on va le mettre en immersion dans une start-up sur une durée limitée. Il va apporter son expertise à la start-up et lui-même va finalement s'en inspirer, avoir un nouveau souffle et ramener peut-être en interne chez lui une autre manière de voir les choses. Ça aussi, c'est une manière de retenir ses talents en les laissant partir aussi sur une durée limitée. La difficulté, et c'est sûrement la question que vous vous posez, c'est comment je fais pour le ramener, parce qu'une fois qu'il a goûté à ça, c'est quand même très compliqué de le ramener en interne. Voilà une dernière expérience aussi peut-être à partager avec vous. Il y a de nombreuses initiatives aujourd'hui dans ces grands groupes envers ces talents, où on cherche à les mettre aussi dans des structures à l'international pour aller ressentir effectivement tous les écosystèmes un petit peu partout dans le monde et justement avoir cette liberté-là, en tout cas d'action et de prise d'initiative pour pouvoir ramener ensuite dans son pays d'origine des projets, pourquoi pas des projets d'incubation ensuite ou tout simplement de l'innovation. Donc voilà les quelques mots en tout cas que je souhaitais partager avec vous sur ces sujets-là. Merci. Benjamin. Moi j'ai juste une simple question, c'est comment est-ce que l'on fait quand on est un candidat qui devient un salarié pour pas faire peur? Parce que finalement, si on va en entretien de recrutement en disant j'ai un esprit entrepreneur, c'est compliqué. Tu vas partir dans 2 ans, tu ne nous intéresses pas. Donc comment est-ce qu'on fait? C'est une très bonne remarque parce que même si la prise de risque entre un entrepreneur start-up et un collaborateur qui veut se lancer dans l'intrapreneuriat, finalement, c'est quasiment plus dur, au démarrage en tout cas, de proposer un projet d'intrapreneuriat dans une grosse boîte. Finalement, effectivement, il faut convaincre sa hiérarchie, on risque de faire peur. Et donc, mais de nouveau, ce rapprochement extrêmement fort entre ces deux mondes qui, au départ, en tout cas, tout le monde nous expliquait que c'était 2 mondes qui avaient du mal à se comprendre. En fait, on voit qu'ils s'inspirent l'un l'autre. Donc, il y a énormément de corporates aujourd'hui très proches du monde des startups. Et les directeurs de l'innovation, qui pendant 4 ans se sont acharnés à expliquer comment tout ça fonctionnait, ben, j'ai le sentiment que ça commence à payer aujourd'hui. Et ça commence à se diffuser dans les directions métiers, ça commence à se diffuser dans les directions RH. Donc, je ne sais pas si ça fait aussi peur qu'avant. Tu vois, il y avait peut-être, je pense qu'il y a un cap qui a été passé là-dessus. Je peux peut-être demander à Annabelle, vous qui avez une vue sur plein de startups en même temps, est-ce que vous voyez l'intrapreneuriat devenir quelque chose de vraiment répandu, qui maintenant fait partie du classique, ou c'est toujours quelques entreprises en avance sur leur temps, entre guillemets? Oui. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai la chance de travailler avec pas mal de grands groupes et aussi avec beaucoup de startups. Et ce que je vois, c'est que l'intrapreneuriat maintenant concerne le plus grand nombre. Quand je pense à cet esprit entrepreneurial, on ne peut plus renier quelqu'un en se disant il n'est pas fait pour le groupe, parce qu'on vit dans une ère qui aujourd'hui a changé, on n'est plus dans le même monde et on est dans cette ère entrepreneuriale. Ce que je veux dire par là, c'est pas qu'on est tous des entrepreneurs, heureusement non. En revanche, on est dans une ère où le changement est permanent, de plus en plus rapide, et c'est maintenant extrêmement difficile de prévoir le futur en regardant le passé, chose qu'on avait l'habitude de faire. Donc on a besoin dans les entreprises, on a besoin partout de personnes qui ont cet esprit entrepreneurial, ce qui veut dire pour moi, cet esprit entrepreneurial, la capacité à être dans un état d'esprit d'apprentissage permanent et quelqu'un qui va être à l'aise avec ces changements, à l'aise avec le fait que, en fait, aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas grand-chose, mais que j'ai des capacités d'apprentissage qui sont fortes et que j'ai envie d'apprendre. Donc pour moi, les groupes aujourd'hui, en permettant l'intrapreneuriat, en acceptant que les personnes doivent être entrepreneuriales, elles assument que le monde a changé, qu'on ne dirige plus une entreprise comme on l'a dirigée avant, et que les talents doivent être en adéquation avec ce monde qui nous entoure. Je ferai aussi un parallèle. C'est hyper compliqué. On a tous dans nos vies privées et dans nos vies personnelles, et on a tous dans la poche ici, je suis sûre aujourd'hui, un téléphone portable qui est un smartphone, qui fait, on a tous l'utilisation dans nos vies perso de tous ces services qui font que c'est hyper immédiat, que c'est rapide, qu'on a un formidable champ d'opportunités devant nous qui est très fort, et on ne peut pas arriver au bureau et se dire « Ah,
je suis dans ma vie professionnelle, donc là, je change, je coupe, et j'ai plus les mêmes champs d'opportunités, j'ai des rigidités que je n'ai plus normalement, j'ai plus d'immédiateté, puis j'ai pas le droit d'utiliser les mêmes outils. Il y aurait une frustration qui est trop forte. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est même une nécessité impérieuse pour les groupes d'accepter et de promouvoir cet entrepreneuriat et ces esprits entrepreneuriaux. Merci. Vanessa, est-ce que vous avez chez FM Logistique de l'intrapreneuriat? Alors, chez FM Logistique, on a eu 2 expériences d'intrapreneuriat, une qui a échoué et une qui a réussi. Voilà, donc on en a discuté un petit peu tout à l'heure. Je pense que celle qui a échoué, notamment, on a appris à nos dépens qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée et de se dire qu'on a les bonnes personnes pour la porter. Il y a aussi un accompagnement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jeter les gens dans la piscine en disant voilà, maintenant tu es entrepreneur, débrouille-toi, vas-y, on dirait que tu es une start-up. Enfin, voilà, donc je pense qu'on a un petit peu pêché là-dessus. On s'est fait accompagner, mais certainement pas assez, et ça reste une expérience pas simple pour quelqu'un qui passe d'un mode salarié tout d'un coup et qui doit tout porter, hein, ses recrutements, sa com, ses relations commerciales, c'est-à-dire quelqu'un qui était dans un cœur de métier et qui tout d'un coup se retrouve à tout faire tout seul. Il faut l'aider. Voilà. Après, on a une autre expérience qui fonctionne bien, qui se développe, donc c'est encourageant et on va continuer. Oui. Merci. Pour une fois qu'on entend quelqu'un qui dit on s'est planté, ça fait du bien parce que l'entrepreneuriat, tout va bien, tout le monde réussit, on est géniaux. Annabelle, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul par rapport à ce sujet de l'entrepreneuriat pour s'intéresser carrément à la culture d'entreprise. Surtout sur la notion, puisque là on va faire le pas entre la France et l'international, avec cette notion de comment est-ce qu'on fait pour garder cette culture dans laquelle il y a de l'intrapreneuriat, mais pas que, quand on grossit, quand on passe de un tout seul dans une cuisine à millions de salariés. Oui, normalement, c'est plutôt 3 dans un garage, mais OK pour le tout seul dans sa cuisine. Effectivement, c'est pas mal de prendre du recul ici. Comprenons que ce qu'on appelle culture, là, ça va être quelles sont les manières dont on travaille dans l'entreprise, quelles sont les manières dont on veut travailler dans l'entreprise et quelles sont les manières d'interagir entre les collaborateurs. Pour moi, c'est comme ça que se vit une culture et c'est comme ça qu'elle s'exprime. Alors, ce qui va se passer au tout début et ce qui est pour moi sûr, c'est que la culture émane des fondateurs. Elle émane des personnes qui créent la boîte. En tout cas, dans les startups, c'est comme ça. Et je pense que dans toutes les grandes entreprises, elles ont toutes eu des fondateurs. Et au début, la culture est partie de leurs fondateurs. On parle d'ailleurs très souvent des fondateurs des grands groupes. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là, généralement, créent une boîte qu'ils veulent à leur image. Ou en tout cas, à l'image qu'ils veulent dans l'entreprise dans laquelle ils veulent travailler. Tiens, moi, je crée ma boîte. Qu'est-ce que je refuse ? Qu'est-ce que je veux ? Et comment je veux interagir avec mes employés. Et je veux aussi que mes employés se sentent bien, qu'ils veulent y rester. Parce que ce qui est fondamental, c'est de comprendre qu'une culture, elle se vit pour les employés, pour les gens que vous allez attirer, mais aussi pour tous vos consommateurs. Elle vous dépasse à un moment, donc elle est très importante. Et pour moi, il faut traiter sa culture, quand on va grandir, un peu comme les startups et comme les boîtes, comme les entreprises, traitent leurs produits. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va y avoir différentes versions, il faut l'assumer. Il va y avoir des itérations, et il y aura évidemment des bugs. Mais on peut très bien prévoir une roadmap en se disant, voilà la culture, comment elle va évoluer. Parce que les startups, et ce qu'on voit très bien, c'est qu'au début, effectivement, quand on est 3, on peut se dire, entre les fondateurs, etc., on va faire comme ça. Mais finalement, c'est notre manière de travailler, c'est notre manière d'être. Puis on accueille des gens. Donc il y a un premier palier, 10 personnes. À ce moment-là, on peut commencer à revoir avec tout le monde. Et pour incarner la culture, qu'est-ce qu'on va faire le plus souvent ? On va établir des valeurs. Quelles sont les valeurs de ma boîte ? Comment je veux les incarner ? Et quelles sont les personnes, du coup, que je recrute, que je promeus ou dont je me sépare parce qu'elles ne correspondent pas ou elles peuvent ne pas se reconnaître dans ces valeurs-là. Après, la vraie question, c'est comment je fais pour voir que ces personnes correspondent à ces valeurs. Ensuite, une fois qu'on a défini ces valeurs-là, il ne faut pas se tromper. L'entreprise va évoluer, les manières de travailler vont changer, mais il faut faire toujours attention à revenir à ces valeurs-là. Je vais vous donner un exemple, plusieurs exemples assez précis. Vous connaissez sûrement une start-up qui s'appelle Algolia. Algolia, c'est une start-up où ils sont passés évidemment, je crois qu'ils étaient 2 fondateurs, à aujourd'hui, ils doivent être 400, peut-être 500. Ils recrutent dans les 2 prochaines années encore 400 personnes. Et ils ont, au début, se sont dit, d'accord, on va écrire. Quand ils sont passés à 10, 15, 20, ils ont dit, on a vécu un espèce de choc de...
en fait, ça y est, on s'était dit qu'on serait une entreprise totalement plate, sans trop de management. Mais en fait, il faut du management, il faut un peu de règles, des process. Comment on fait pour que tout le monde ait ces mêmes manières de travailler et ça. Donc, ils ont fait un espèce de Wikipédia où ils ont tout écrit. Voilà, les réunions, elles doivent se passer comme ça. La manière de communiquer, ça doit être comme ça. Et vous devez, entre guillemets, adhérer à cette manière de faire. Ensuite, ils se sont dit, on va définir nos 5 valeurs clés. Et on va essayer, à chaque fois qu'on recrute quelqu'un, de le tester sur ces valeurs-là. Par exemple, dans leurs valeurs, il y a, alors là, je vous donne un exemple assez bateau, mais qui pourrait être assez caractéristique. Je crois qu'il y a l'humilité. Humilité, vous me direz, comment ça se teste? C'est assez facile chez le candidat. Alors, ils vont toujours avoir, évidemment, les candidats chez Algolia. On va leur demander leurs échecs, comment ils s'en sont remis, voir comment ils en parlent, est-ce qu'ils sont passables, leur succès. Mais ce qu'ils vont faire aussi, c'est que quand vous passez un entretien chez Algolia, on va toujours demander à la personne de l'accueil, aux personnes qui ont accueilli, comment la personne s'est comportée avec eux, de quelle attitude elle a eue, et est-ce qu'elle s'est comportée de la même manière avec des personnes qui n'avaient pas d'intérêt et qui n'étaient pas dans le processus de sélection que la personne qui a l'ascendant sur elle et qui va sélectionner. Ça fait partie d'un processus. Une autre chose qui, pour moi, peut être très caractéristique, c'est que quand on grandit, il faut faire très attention à ne pas tomber dans l'excès inverse. Chez Algolia, ils sont aujourd'hui, donc vous prenez 400, quand ils ont commencé, ils ont une de leurs valeurs qui est très importante, qui est la résilience. Ils appellent ça grit. Donc comment je me relève de mes échecs et je continue. Et je dois vouloir être dans cette espèce de bataille, de résilience. Je sais que les choses ne sont pas faciles, mais j'ai envie de me battre. Ce qui est une valeur qui est assez forte. Le problème, c'est qu'on tombe très vite dans un écueil qui est génial les gars, je suis resté au bureau jusqu'à 2h du matin, je suis revenu à 8h, vous avez vu, je suis un ouf, je fais que travailler. Non, c'est pas ça. C'est pas ça ce qu'on veut. C'est qu'on veut de la qualité, etc. Donc là, il faut aussi faire attention, surveiller, à faire en sorte que personne ne puisse tomber là-dedans. Donc au fur et à mesure, une culture, elle se surveille aussi. On regarde si on reste bien et malheureusement, il est nécessaire parfois de se séparer de personnes qui ont beau avoir toutes les compétences, si elles ne correspondent pas du tout à votre culture, si vous voulez vraiment la préserver, il va falloir s'en séparer. Parce que si vous regardez au final une entreprise, sa culture, c'est les personnes qui la composent. C'est qui va être promu, c'est qui va rester et qui va partir. Et ça, c'est des choses qui, pour moi, sont assez fondamentales. Il y a aussi une manière de comment je fais dans une entreprise qui grandit pour continuer à engager les salariés des différentes équipes ensemble. Il y a un vrai sujet sur la transparence. Vous savez, on essaie tous de combattre aujourd'hui les silos. Comment faire en sorte que les équipes communiquent. Et dans toutes les cultures, en tout cas que moi je vois beaucoup autour de moi, et chez Lyon, c'est pour moi une des choses la plus fondamentales, c'est ce que moi j'appelle dans mon entreprise le feedback immédiat ou la transparence. Comment on fait pour que les gens osent parler et parlent? Le speedback. Exactement, speakback. Et là, encore une fois, c'est une manière de ne jamais laisser quelqu'un prendre son réflexe inverse. Je vais vous donner un exemple qui est arrivé alors dans une autre entreprise encore, où pour embarquer tout le monde, pour embarquer aussi bien, alors c'est une entreprise où maintenant ils sont 500, et ils ont du mal à faire en sorte que les sales aient les mêmes objectifs que le marketing, que le produit. On le comprend évidemment, chacun commence à travailler sur ces sujets. Et eux, ils ont créé ce qu'on appelle le popcorn time. Qu'est-ce que c'est le popcorn time? C'est un moment où on invite tous les salariés, qu'importe leur métier, qu'importe leur fonction, à venir vivre en direct le parcours client en ligne. Donc vous invitez tout le monde et là, les personnes sont tous, on met l'écran et là on voit l'espèce de back-office du parcours client. On voit où est-ce qu'il a cliqué sur le panier, est-ce qu'il est revenu. Bon, c'est un site de e-commerce ici. Pourquoi il est revenu? Ah, il a été lire la fiche, mais tu vois, il s'arrête là, il ne comprend pas. Et tout d'un coup, tous les différents métiers voient la réalisation concrète avec le client de ce qui est en train de se passer et ils discutent et ils arrivent à parler. Ça, c'est une manière de réussir, quand on grossit, à faire parler différentes équipes ensemble. Je pense qu'il y a plein de techniques. Pour conclure sur cette question de comment on fait quand on grossit, pour moi, il y a un point clé, c'est d'assumer que les valeurs, elles sont, entre guillemets, gravées dans le marbre, et encore, on peut un peu les faire évoluer, mais la culture, elle change avec les gens qui vont composer votre entreprise, qui vont la faire grandir. Pour moi, c'est un être vivant, la culture. Et il faut juste l'assumer avec des bases très solides, et à partir de là, assumer que les personnes vont tous apporter une manière d'être, une manière de travailler, une manière de collaborer encore plus forte, et qui va encore faire vivre et collaborer vos collaborateurs de manière différente.
Justement, rebondissons là-dessus, parce que là, on s'adresse à certains start-upers ou des personnes qui ont des projets. Comment est-ce qu'on survit à ces premiers salariés d'un point de vue culture? Comment est-ce qu'on survit de cette petite équipe de passionnés qui ont envie de prouver au monde qu'ils ont une idée géniale et l'arrivée de gens qui sont là, peut-être pour le projet, mais aussi quand même un peu pour le salaire à la fin du mois quand même? C'est le rôle des fondateurs au début de impliquer les personnes. Vous savez, quand vous êtes 10 dans une entreprise, c'est vos 10 premiers salariés. Généralement, ils ne restent pas s'ils n'adhèrent pas à votre manière de faire et ils n'adhèrent pas à votre culture. Donc eux vont être aussi les ambassadeurs des personnes qui arrivent nouvelles. Et donc au fur et à mesure, comme je disais, vous mettez de la vigilance, vous écrivez sur les murs, vous faites ces popcorn time. On a une entreprise que vous connaissez sûrement, c'est une entreprise qui s'appelle Conto, qui est une néobanque pour les professionnels. Eux, ils grossissent de manière vraiment très rapide, assez fulgurante. Donc ils étaient 127 à la fin de l'année dernière et ils seront plus de 300 l'année prochaine. Et eux ont décidé d'écrire sur les murs. Toute leur entreprise, c'est assez marrant quand vous vous baladez, tous les roadmaps de toutes les équipes sont écrits partout. C'est une manière pour eux de continuer cette communication très forte, de continuer à écrire les valeurs, de mettre tout le monde dans le même bain. Et en fait, ce qui va être compliqué, c'est la personne qui arrive et qui n'est pas dedans. Comment je la laisse pas sur le côté? Comment je la laisse pas ne pas être dans le rythme, ne pas être avec moi dans cette mission qui est de grandir? Parce que, soyons réalistes, les startups, elles sont animées par résoudre leurs problèmes, et il faut qu'elles résoudent leurs problèmes de manière rapide, et elles grossissent très vite. Et donc, quand vous faites venir énormément d'employés, il faut que rapidement, vous ayez la capacité de les aider à s'acculturer avec vous et à prendre en compte cette culture. Donc, ça se passe dans les entretiens, ça se passe dans l'onboarding, et ensuite, ça se passe dans votre manière de gérer cette croissance. C'est une vraie responsabilité qui, pour moi, est celle des ressources humaines, mais qui est aussi dans la main des fondateurs pendant très longtemps, au moins jusqu'à 100 personnes. Excellent, merci beaucoup. Fabrice, en fait, Annabelle vient de parler que la culture était vivante, qu'elle devait continuer à évoluer. Comment est-ce que la vôtre évolue? Alors, déjà sur les startups, c'est vrai que même nous, quand on recrute des startups, on cherche à saisir chez elles si elles partagent la même culture que la nôtre. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on va passer beaucoup de temps avec chacune d'entre elles. Et il faut qu'on Concrètement, la même culture que vous pouvez donner un exemple? Mais cette envie d'entraide, déjà, c'est qu'on ne vient pas uniquement au village pour avoir des mètres carrés, ce n'est pas mon sujet. Quand je suis rue La Boétie, je vous assure que je n'ai pas de difficulté à les louer. Par contre, je cherche des startups qui vont avoir besoin qui ont des besoins auxquels je vais pouvoir répondre et qui sont dans des startups qui vont être dans un état d'esprit du donnant-donnant, de participer à une communauté, d'avoir envie de grandir ensemble. Et j'aime bien le terme de grandir plus que de grossir. Ça se veut un peu plus qualitatif. Et ensuite, je vois tous les jours effectivement des startups qui grandissent et pour lesquels je vais avoir justement du mal à leur proposer même des espaces où l'ensemble des collaborateurs vont être tous ensemble. Et ça, c'est une préoccupation majeure pour elles. J'en avais pas pris conscience tout de suite d'ailleurs. C'est qu'elles ont besoin d'être toujours toutes ensemble pour pouvoir s'assurer que cette culture, en tout cas dans les premières années de vie, les premiers mois de vie, de leur vie, puisse se diffuser de façon homogène à l'ensemble de l'équipe, de ne pas séparer les techs avec les commerciaux et avec les dirigeants. En tout cas, c'est une préoccupation majeure. Et j'y étais pas sensible au départ, très sincèrement. Donc voilà, donc ça, je le vois vraiment au quotidien. Bien, merci. Eh bien, Vanessa, là, on va parler de culture d'entreprise, mais plus précisément, ce qui est intéressant, c'est votre approche culturelle qui est de favoriser l'autonomie. Et donc, la question était que là, on va rentrer vraiment sur une entreprise internationale. Comment est-ce que vous faites, d'un point de vue culturel, pour continuer à grossir tout en ayant un esprit de groupe, avec des cultures communes, mais en donnant de l'autonomie à chaque pays ou chaque unité? Alors, 2 mots simplement pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le secteur de la supply chain. La supply chain, ce sont des métiers de service qui se situent entre le producteur et le consommateur, grâce auxquels vous trouvez les produits que vous utilisez au quotidien, quand vous voulez, là où vous voulez. Voilà, alors moi je vais faire un petit bond dans l'espace et dans le temps. On est en 1967, on ne parle pas de start-up encore à cette époque, et 3 personnes décident de créer une activité dans l'Est de la France. Il y a 12 collaborateurs et 7 camions. C'est le début de l'histoire.
Aujourd'hui, FM Logistique, c'est 26 000 personnes, 14 pays, 3/4 des collaborateurs hors de France, 62% du chiffre d'affaires hors de France, une croissance de plus de 10%, notamment tirée par le e-commerce, et 3 000 créations d'emplois par an. Donc effectivement, la question qui se pose à nous, c'est comment on garde l'esprit de ces entrepreneurs d'il y a 50 ans quand la start-up a bien grandi et est située sur une zone géographique assez étendue, sur 3 continents. Le défi culturel et managérial, c'est de ne pas passer à côté des attentes spécifiques des clients, des collaborateurs dans les pays, et pour autant de fonctionner comme un groupe international. Donc, nous, on a quelques clés que je souhaitais partager avec vous. Donc, ça sera peut-être un peu moins conceptuel, mais voilà, back to reality. Comment on fait concrètement la première chose sur la dimension autonomie et laisser de la place aux pays, aux entités opérationnelles. On a des fonctions support, des fonctions groupe qui sont peu nombreuses. Donc, une personne sur 100 dans le groupe est dans des fonctions groupe. Tout le reste, c'est des entités opérationnelles. Et en termes de cap, enfin de ce qu'on attend de ces fonctions-là, c'est d'apporter du support et pas du contrôle. On a assez peu de reporting, peu de process. On est sur des fonctions groupes qui sont là pour apporter du support aux différents pays. Sur les talents, on souhaite aussi donner la priorité aux talents locaux. Donc nous avons relativement peu d'expatriés sur les fonctions de top management. 2 exemples sur des fonctions qui, dans beaucoup d'entreprises, sont souvent confiées à des expatriés français, en l'occurrence, pour des groupes français. Le directeur général des pays, nous, sur 14 pays, on a 9 locaux. Et la fonction de directeur financier, qui est souvent et un petit peu chasse gardée aussi d'expatriés, on a 100% de locaux chez FM Logistique. Voilà, j'ai perdu le fil. Ce qui est assez rare dans les grandes entreprises internationales françaises. Dans les pays, on retrouve des Français bien blancs, bien diplômés d'une école française. Et c'est assez rare d'avoir des entreprises qui utilisent directement des locaux. Formidable. À vous. J'ai retrouvé mon fil. Le dernier point, donc sur cette dimension autonomie, empowerment, on favorise beaucoup l'initiative. Alors, sur nos plateformes, on a des boîtes à idées et de façon plus générale, des challenges innovation, des challenges amélioration continue avec des finales locales, pays, des finales internationales. Voilà, pour vraiment expliquer à nos collaborateurs qu'on attend d'eux qu'ils proposent, qu'ils soient force de propositions, qu'ils aient des initiatives et que tout doit arriver d'eux. Donc ça pour la partie autonomie, empowerment. Maintenant, une fois qu'on a mis tout ça, comment on fait pour ne pas fonctionner du coup comme 180 sites qui fonctionnent chacun de leur côté, mais bien sentir qu'on est un groupe et qu'on fonctionne tous ensemble. La première chose, c'est d'avoir un socle commun. Donc, on l'a évoqué juste avant, on a co-construit et partagé avec l'ensemble des collaborateurs un socle constitué de la mission. C'est quoi notre mission? C'est quoi notre vision? Les valeurs, le modèle de compétences et la stratégie. Donc, il faut qu'on ait un cap commun. Ensuite, il nous faut, c'est tout bête, mais c'est mieux en le disant, il nous faut une langue commune pour pouvoir travailler ensemble. Donc, chez nous, c'est l'anglais, mais c'est important. Sinon, les silos, ils sont vite créés si on n'a pas une langue dans laquelle on peut se parler. Le troisième point, c'est favoriser les mobilités internationales. Alors, pour les plus jeunes, ça peut prendre la forme des VIE ou du Young Graduate Programme. On vient d'accueillir récemment 11 jeunes issus de 5 pays donc, qui nous rejoignent dans ce cadre-là. Et puis plus généralement, pour toutes les tranches d'âge, des missions temporaires dans d'autres pays, de la mobilité internationale. Juste pour vous donner un exemple concret dans mon quotidien, enfin moi, sur une équipe de 6 personnes, j'ai un jeune homme qui a commencé sa carrière en VIE en Roumanie et une collaboratrice qui était précédemment en Ukraine, donc qui est ukrainienne. Et sur le site sur lequel je travaille, on est une 50aine de collaborateurs
collaborateurs. On a 8 nationalités différentes et bientôt 9 puisqu'on a un collègue polonais qui nous rejoint dans 3 mois. Voilà, donc on essaie de favoriser cette mixité pour qu'on apprenne à se connaître et qu'on soit capable de travailler tous ensemble. Et le dernier point, c'est un mode de fonctionnement collaboratif via des outils collaboratifs de partage, via l'organisation de workshops internationaux, de séminaires internationaux. Chaque direction métier à 2 séminaires par an avec l'ensemble des pays, des formations aussi qui regroupent des collaborateurs de l'ensemble des pays. Tout ça, c'est fait pour qu'on sache travailler ensemble, co-construire, apprendre ensemble et partager les bonnes pratiques. Donc là, on casse les silos, effectivement, et on devient vraiment un groupe. Très bien, merci beaucoup. On est pris par le temps. Si je vous demande en une phrase chacun de me dire ce qui est le plus important à retenir sur cette table ronde, pour vous, en une phrase, et autant de virgules que vous voulez. C'est moi qui démarre, c'est ça? Ouais. Le sentiment que j'ai, c'est qu'il est de plus en plus compliqué de travailler dans des structures très pyramidales et qu'il faut libérer absolument les énergies pour attirer les talents, et notamment les talents les plus jeunes. Quand je sonde, et peut-être que si on faisait ce sondage dans la salle, ce serait à peu près pareil, quand on pose la question à des étudiants sortis d'école, ce qu'ils souhaitent faire directement sortis d'école, la plupart d'entre eux nous disent rejoindre une start-up ou en créer une. Et c'est aussi sûrement lié à nos structures pyramidales extrêmement complexes, où quand on part du bas de la pyramide, il faut quelques dizaines d'années pour arriver tout en haut. Et je dirais, pour compléter, parce que j'ai à peu près la même conclusion, que c'est hyper important et pour les entreprises et pour les candidats et les personnes qui composent les entreprises de se réinterroger souvent sur est-ce que je suis en accord avec mes valeurs ici, est-ce que je les incarne correctement et est-ce que ma manière de travailler peut changer, est-ce que j'ai envie de la changer et est-ce que je peux encore plus promouvoir cet esprit entrepreneurial et est-ce que je le ressens et je le vis dans cette entreprise. Pour faire 2 choses. La première, participer à l'évolution de son entreprise, participer au changement qui est continu. Et la deuxième, pour être sûr qu'on est au bon endroit, parce que je pense qu'il y a plein de cultures différentes, qu'il y a plein de gens et qu'on a tous le droit et je dirais même le devoir de se sentir bien dans son travail et en adéquation avec ses valeurs et son sens. Merci. Et bon, ça s'inscrit dans la continuité. Moi, je pense que ce qui est clé, c'est d'arriver à se transformer au quotidien. Donc, on est, bon, le secteur en est un exemple, mais je pense que toutes les entreprises qui sont présentes se reconnaissent. On est dans un monde qui change. Nous, il y a le e-commerce, il y a les enjeux environnementaux, il y a beaucoup de nouveaux acteurs. Donc, on est en transformation permanente. Donc, c'est comment on accompagne ce mouvement, voire on l'anticipe, tout en gardant aussi ce qu'on est, donc en maintenant aussi une culture, un cap, des valeurs, en les faisant évoluer, mais en restant soi-même. Eh bien, merci beaucoup. Pour conclure, juste une petite info, parce que je sais qu'Annabelle n'aurait pas osé. Ça, c'est génial. Ce petit bouquin jaune sous-titré « Les secrets des meilleures startups pour prendre en main ta carrière », donc le livre de la jungle, qui est sorti il y a 2 jours. Merci encore. Merci à nos intervenants. Merci Benjamin.